Bonjour à tous et à toutes, qui est ici en personne, mais aussi sur Teams et en web diffusion. Bienvenue à cette édition automnale des grandes conférences de la FASAP. Des conférences qui se veulent être des moments de partage de connaissances et d'échanges, non seulement avec la communauté enseignante et les étudiants de la FASAP, mais aussi plus largement avec nos diplômés et nos différents partenaires. Donc, bienvenue à tous. Pour l'occasion, on accueille aujourd'hui un professeur qui a été récemment embauché à la faculté en 2022, en fait, Maxime Alice. Maxime est un physiologiste d'exercice, spécialisé dans l'évaluation de la condition physique sur le terrain, à la fois dans des contextes de performance sportive, notamment hockey sur glace, mais aussi dans des contextes plus généraux liés à la santé. Maxime est originaire du Nord-Pas-de-Calais en France, de Dunkerque plus précisément. Ce qui fait toi un ch'ti, si je ne m'abuse, effectivement. Donc, il a fait ses études de baccalauréat en sciences de l'activité physique, donc en STAPS, à l'Université du Littoral Côte-d'Opale. J'ai fait mes recherches, à Dunkerque et a gradué en 2007. Il a ensuite poursuivi à la maîtrise en sciences de l'activité physique à l'Université de Lille jusqu'en 2009. Et après quoi, il est venu s'installer au Québec, notamment pour poursuivre ses études doctorales à l'UQAC, sous la direction de Mario Léoné, en sciences biologiques. Il a gradué en 2021 avant de joindre l'équipe de la FASAP en 2022. Son expertise, qui est résolument appliquée et terrain, cadre très, très bien avec les objectifs de la faculté. Et l'un de ces objectifs-là, qui est de développer une expertise en performance humaine, et notamment de se rapprocher du VAREOR et des organisations sportives de la région. Donc, merci à toi encore d'avoir accepté l'invitation, Maxime. Et sans plus tarder, la parole est à toi. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de votre présence aujourd'hui et à remercier aussi ceux qui sont en ligne pour cette présentation. Merci à Pierre-Michel pour cette belle présentation. Comme ça a été mentionné, j'ai été embauché récemment sur une thématique qui est le développement d'outils d'évaluation de terrain et indirectement, je m'intéresse également à l'amélioration de la performance, mais dans son sens le plus large. Donc, dans un côté performance sportive, mais aussi vers le volet qui est plus santé. Et les outils, quand on les développe, on développe des outils de terrain. Si on veut que ces outils-là soient accessibles et spécifiques à la population, il faut s'attarder sur ces éléments. Je vais vous donner un exemple concret qui est le test léger-navette. Le test léger-navette, vous connaissez tous cette évaluation-là qui mesure votre VO2 max. Avant de faire une mesure de VO2 max, ce test-là est passé par un processus de validation scientifique, c'est-à-dire qu'on a évalué des jeunes et on a fait des mesures de rétro-extrapolation pour mesurer le VO2 max de façon directe. À partir de ces mesures-là, on a établi ce qu'on appelle une équation de régression qui permet aujourd'hui à des professionnels sur le terrain d'évaluer la valeur de VO2 max. En fait, estimer, c'est plus correct quand même comme terme utilisé, mais ça a permis aujourd'hui d'avoir un test qui est reconnu de façon mondiale, qui est utilisé dans le monde, et c'est un des tests les plus utilisés. Pourquoi c'est un des tests les plus utilisés aujourd'hui? C'est parce qu'il est très facile à appliquer sur le terrain. Ça demande très peu de coûts pour aller chercher ce genre d'évaluation-là. On peut avoir des tableaux très simples de valeur de VO2 max en fonction de l'âge, en fonction du palier complété. On est capable d'estimer une valeur de VO2 max. En utilisant uniquement des cônes et un poste radio, on peut très bien utiliser et appliquer ce test-là. Mais pourquoi ce test-là répond concrètement à la spécificité du milieu? C'est parce que ce test a été conçu spécialement pour les enfants qui ont été évalués qui sont évalués principalement dans des milieux scolaires, dans les cours d'éducation physique. Les structures, les écoles en tant que telles n'ont pas forcément accès à une piste d'athlétisme. Donc, le fait de réduire ce protocole-là à un simple, léger navette aller-retour sur 20 mètres rend cette épreuve-là beaucoup plus accessible en milieu scolaire et fait en sorte qu'on peut l'évaluer n'importe quand, dans un gymnase, etc. Et ça fait en sorte que ce test-là est largement utile.
En ayant cette opportunité-là d'évaluer beaucoup de jeunes en même temps, on a la possibilité de faire plusieurs constats et des constats qui peuvent être plus ou moins inquiétants. Vous savez que la VO2 max, elle est rattachée à un facteur de risque important pour la santé si on a des valeurs qui ne sont pas des valeurs appropriées. D'ailleurs, plusieurs auteurs, comme Tompkinson en 2007, rapportent qu'il y a une baisse mondiale au niveau de la condition cardio-respiratoire. Ça fait quand même assez longtemps qu'on s'attarde sur cette problématique-là. En 2013, on a une baisse marquée au niveau de la pratique d'activité physique chez les jeunes et chez les adolescents. Et le rapport de l'Agence de santé publique du Canada en 2007 fait aussi un rapport en mentionnant que 91% des enfants n'atteignent pas les directives canadiennes. D'ailleurs, on pourrait aussi citer Luc Léger en 82 qui a établi les premières normes, le premier profil au niveau de la condition physique des jeunes et il notait déjà certains éléments associés à cette condition physique des jeunes. On a voulu, à travers ça, regarder par rapport à ce qui avait été fait dans le passé, est-ce qu'au Québec, on a une réponse similaire à l'activité physique? Est-ce qu'on a une baisse récurrente de la VO2 max et de la condition physique des jeunes? Donc, on a repris dans un projet de recherche les mêmes tests qui ont été faits en 1982 par Luc Léger et on a fait des constats qui étaient des constats assez inquiétants. On a évalué près de 3700 jeunes, à peu près 2000 garçons et 1700 filles dans 6 écoles, dans 6 régions au Québec et dans 36 écoles au total. Et c'était les mêmes écoles, les mêmes régions qu'en 82 et les mêmes protocoles d'évaluation. On s'aperçoit que le VO2 pic est inférieur aux valeurs recommandées chez les garçons qui est de 42 ml par kilogramme de poids. À peu près 20% des garçons de 10 ans ont des valeurs qui vont être en dessous de 42 ml. À partir de 17 ans, c'est environ 56% des jeunes qui vont avoir une VO2 max qui va être inférieure à ces recommandations. Chez les filles, à partir de 12 ans, c'est plus de 20%, et on passe ici à environ 70% à l'âge de 17 ans. Donc ces constats font en sorte qu'on rejoint en fait de ce qui est dit dans la littérature depuis plusieurs années. On s'aperçoit qu'à partir à 17 ans, comparativement à 1982, la valeur de VO2 max a baissé de 18% pour les garçons et de 12% chez les filles. Et on s'aperçoit que oui, il y a une valeur de VO2 max, mais il y a aussi une valeur fonctionnelle en termes de nombre de paliers complétés pour cette épreuve-là, qui baisse drastiquement de plus de 30%. Donc, on a des valeurs physiologiques, mais aussi des valeurs plus neuromusculaires qui font en sorte qu'on a un portrait au Québec qui est semblable à ce qu'on retrouve à travers le monde, c'est-à-dire une baisse considérable de la masse et de la condition de santé des jeunes. Ça a un impact assez important parce qu'on sait, c'est admis qu'on perd à partir de 30 ans, on perd à peu près 10% de notre VO2 max. Donc, si on part déjà avec des valeurs très basses en termes de santé cardio-respiratoire, on s'attend à ce que les personnes en vieillissant augmentent leur risque d'obtenir des problématiques de santé. On s'intéresse beaucoup aujourd'hui à la population vieillissante et à la problématique de santé et à l'impact sur le système de santé actuellement. Mais si on regarde en arrière, on s'aperçoit que les jeunes vont apporter de plus en plus de problématiques de santé. Donc, il faut agir sur cette problématique-là et amener des actions en prévention pour lutter contre cette future problématique de santé. Les personnes jeunes aujourd'hui ont des problématiques de santé qu'on ne retrouvait pas avant. On parle par exemple du diabète de type 2. C'est des maladies qu'on ne retrouvait pas avant et qu'on retrouve aujourd'hui. Il y a la possibilité avec ces évaluations-là de faire des constats, de faire de la prévention, mais aussi de voir si l'intervention, par exemple en milieu scolaire, aurait des impacts sur cette valeur de VO2 max et amener justement le gouvernement à réfléchir et à savoir comment il pourrait investir pour lutter en termes de prévention contre ce point-ci. Je reviens à la conception d'un test de terrain. Dans la littérature, il existe
beaucoup de tests, qui mesure beaucoup de composants. Et il faut être en mesure de savoir quel test choisir, pour quelle population, etc. Il faut aussi savoir si ces tests-là répondent à la fidélité, à l'objectivité, à la validité de l'épreuve. Est-ce que les résultats mesurent tout la même chose? Est-ce que les évaluateurs entre eux vont donner les mêmes résultats, etc. Puis est-ce que le test mesure réellement ce qu'il prétend mesurer? Est-ce qu'il existe réellement des normes pour cette population-là? Parce que des normes nord-américaines et des normes européennes pourraient être légèrement différentes. Puis pourquoi c'est important réellement d'évaluer avec ce type d'épreuve-là? Pourquoi je fais un VO2 max? Pourquoi j'évalue des qualités musculaires avec cette population-là? Pourquoi j'évalue, par exemple, les habiletés motrices chez les jeunes, etc., etc. On regarde au niveau des catégories, on va s'apercevoir que pour les jeunes, on va fixer principalement nos évaluations vers les habiletés motrices. En fait, quand on évalue les habiletés motrices, on est capable de voir si le jeune a un retard au niveau du développement moteur et indirectement, les jeunes qui ont un retard au niveau moteur vont être physiquement moins actifs. Donc, ça va avoir aussi un impact sur le VO2 max. Donc, oui, c'est important d'évaluer pour la problématique de santé, mais pour le développement du jeune en tant que tel, les habiletés motrices de 6 à 12 ans sont vraiment très importantes. Ensuite, on va passer à des évaluations plus de la condition physique chez l'adolescent et chez l'adulte. On choisira, dépendamment des facteurs de risque, un test max ou un test sous-max. Et chez les populations vieillissantes, on ira plus vers des évaluations de la capacité de fonction. Donc, certains tests sont plus propices que d'autres, et on va en voir quelques-uns ici. Mais au niveau des habiletés motrices, si on regarde le développement à long terme d'un athlète, on s'aperçoit que plusieurs qualités sont à entraîner à partir de 6 ans jusqu'à 12 ans. Et après ça, il faut maintenir ces qualités. Donc, dans les couleurs pâles, c'est le maintien de la qualité. Et si on descend un peu plus bas, tout ce qui est endurance, force, etc., ce n'est pas une priorité. On pourrait se permettre de se focaliser principalement sur les habiletés motrices parce que c'est une période qui est propice à ce développement. Si on ne les entraîne pas à cette période-là, on risque d'avoir plus de difficultés à les améliorer plus tard. Donc, c'est l'importance d'évaluer ça parce qu'on va pouvoir justement faire, dépendamment de la batterie de test, faire de la détection de talent ou aussi regarder quelles sont les répercussions sur le système au niveau de la socialisation des jeunes, au niveau du rendement scolaire, au niveau du bien-être psychologique, etc. Il y a des liens qui se font avec les habiletés motrices et chacune de ces variables. Pour parler de la performance au niveau du développement à long terme, la Fédération de tennis avait procédé à ces éléments-là, c'est-à-dire qu'ils avaient évalué, ils avaient fait monter une batterie de tests sur les habiletés motrices et ça permettait justement de sélectionner, même s'il n'y avait pas une spécificité au niveau du tennis, mais faire du recrutement avec des jeunes qui avaient des habiletés motrices extrêmement bien développées. Ça favorisait justement après l'ancrage au niveau de l'apprentissage et ça me permettait d'avoir des joueurs qui avaient un meilleur potentiel pour acquérir les différents points techniques au niveau du jeu du tennis. Et ils ont développé plusieurs champions avec cette méthode. Il existe bien sûr plusieurs batteries de tests pour évaluer les habiletés motrices. On va en parler des 3 qui sont présentées ici. La première est une première batterie de tests qui couvre les enfants de 4 à 21 ans. Donc, ça ne cible pas spécifiquement la catégorie d'âge où il faut développer des habiletés motrices. Ça veut dire que les tests qui sont à l'intérieur de ce protocole-là sont un peu trop larges parce qu'ils vont cibler des problématiques à l'âge de 21 ans. Et nous, on veut vraiment se fixer sur des habiletés qui sont vraiment dans la tranche d'âge de 6 à 12 ans. Ensuite, on va mesurer des habiletés motrices globales et des habiletés motrices faibles. Donc, dans cette batterie de tests-là, il va y avoir très peu de déterminants qui vont être évalués. Ici, on va parler de coordination et d'agilité principalement, alors qu'il existe plusieurs autres déterminants. Les mesures vont être à la fois qualitatives et quantitatives, sauf que quand on a une mesure qui est qualitative, le subjectif embarque beaucoup. Est-ce que le jeune est capable de marcher? Est-ce qu'il est capable de faire des pas chassés? Est-ce qu'il coordonne correctement ses mouvements? Entre un évaluateur et un autre, il peut y avoir des différences d'interprétation. Donc, on veut vraiment, quand on bâtit ce test-là, puis voir une progression, on veut se fixer principalement sur des mesures qui sont quantitatives. C'est un protocole qui permet surtout de regarder et de dépister les enfants qui ont des problématiques de développement moteur. Est-ce que c'est normal ou est-ce que ça l'est?
Donc, nous, ce qu'on veut, quand on va vouloir monter la batterie de test, c'est surtout voir quelle est la progression au niveau des habiletés motrices. Étant donné que c'est normal et anormal, ben, on a souvent un effet plafond, c'est-à-dire que le test est trop facile, puis on va avoir toujours des valeurs qui vont être très élevées sans avoir réellement de progression. Le deuxième test, vous avez un peu des images qui représentent un peu ce qui est fait dans cette batterie de test. Là, on a un range au niveau de l'âge qui est plus court, mais encore une fois, à 12 ans, qu'est-ce qu'on fait pour l'âge de 12 ans? Ce n'est pas mentionné ici. On va évaluer les habiletés motrices globales. Donc, c'est plus ou moins les mêmes problématiques que le test précédent. On a essentiellement des mesures qualitatives et non des mesures quantitatives. Et on n'a pas de normes canadiennes avec cette batterie de test. Donc, c'est difficile d'interpréter de façon efficace cette batterie de test. Le dernier est le test, la batterie de test UCAM, qui a permis de développer le projet MediGym qui a été diffusé à travers le Québec dans 6 villes et dans plusieurs villes. Et la façon dont on a réfléchi aux critères de cette batterie de test sont les suivants. Est-ce que ces batteries de test sont applicables en milieu scolaire? Est-ce qu'il y a un coût associé à ça? Est-ce qu'il va y avoir un frein au niveau des différentes écoles pour acquérir le matériel associé à cette batterie de test? Est-ce que le temps de passage est suffisamment court pour ne pas que les enseignants soient contraints avec une batterie de test qui prenne beaucoup trop de temps? Est-ce que c'est trop technique et est-ce que ça nécessite un expert pour interpréter les différents résultats? Donc, on se retrouve ici avec une batterie de test qui évalue 5 déterminants d'habilité motrice. On va avoir la vitesse segmentaire, on va avoir l'agilité, la coordination, l'équilibre et le temps de réaction. Donc, on les évalue avec plusieurs tests pour se faire un profil qui est vraiment spécifique pour chacun des déterminants. On va avoir essentiellement des mesures quantitatives, c'est-à-dire qu'on va avoir soit un nombre de lancers, soit un temps pour réaliser une épreuve, qui fait en sorte que le jeune, quand il va faire son test au début et à la fin du programme, on va être capable de voir s'il y a une progression ou non dans l'acquisition d'habiletés motrices. Il n'y a pas d'effet plafond parce que ça a été suffisamment monté pour que le test soit suffisamment difficile et puis répondre à la clientèle en tant que telle. Donc ça, c'est une façon de monter un protocole et de monter une batterie de test pour une clientèle cible et s'assurer qu'on puisse voir une progression dans les différentes habiletés. Maintenant, quand on parle de spécificité en performance sportive, des tests comme le test léger navette ne répondent pas forcément à toutes les disciplines sportives. Il va y avoir une notion de spécificité qu'on va retrouver. Le test pourrait être applicable pour le soccer, mais ne pourrait pas être applicable, par exemple, pour la natation, pour le hockey sur glace, dépendamment de la sollicitation musculaire et de la complexité de la discipline. Donc, le mode d'évaluation va être très important. Donc, nous, ce qu'on a voulu faire dans une étude, c'est de regarder le lien entre le hors-glace et la glace. Les entraînements sur glace et hors glace, est-ce qu'il y a une notion de transfert et est-ce qu'on peut se permettre de se fier aux évaluations hors glace pour prescrire et entraîner des adultes? Donc, on a évalué principalement des joueurs de niveau bantam inscrits en section sportive, donc des joueurs élites. On a choisi le niveau bantam parce qu'on voulait, c'est là où on commence à avoir la mise en place au niveau des mises en échec. C'est à partir de cet âge-là également que les règles ressemblent beaucoup aux règles chez les adultes, donc ça permet d'avoir un meilleur profil. On les a évalués à plusieurs reprises, à 3 temps, donc en début de saison en septembre, à la fin de la saison en mars, puis au début de la saison suivante en septembre. Au niveau des entraînements, ils avaient une saison régulière classique avec 15 heures d'entraînement par semaine, 10 heures de glace, 5 heures de hors-glace. Ils faisaient à la fois de la musculation, de la plio, des intervalles, donc un entraînement complet supervisé par un préparateur physique. On avait des entraînements hors glace jusqu'en mai, avec hors glace et glace. Et en juin, il y avait une période d'arrêt pour les examens du ministère. Et ensuite, on avait une période estivale de juillet à août où ils faisaient 4 entraînements par semaine et c'était principalement des entraînements hors glace. Il y avait quelques séances sur glace, mais très peu. Quand on a comparé les différents résultats musculaires, on s'est aperçu qu'il y avait une bonne corrélation puis une bonne progression au niveau des différentes qualités musculaires. C'était significatif au niveau de la progression. Sauf que si on compare les tests hors glace avec les tests sur glace, on s'est aperçu qu'on explique généralement pas plus de 20% de la variance commune entre un test hors glace et un test sur glace. C'est-à-dire que la notion de transfert n'est pas forcément applicable entre les tests sur glace et hors glace.
Donc, il faut, à travers ça, repenser les entraînements. Maintenant, si on regarde comment évoluent les performances chez les joueurs de hockey sur glace pour des tests vraiment spécifiques. Donc, on va parler d'un test de patinage avant, un test de patinage arrière, un test d'agilité avec et sans rondelle et un test lactique qui est le 12x70. Si on regarde pendant la saison, on s'aperçoit qu'il y a des différences significatives pendant la saison parce qu'ils sont tout le temps sur la glace. Donc, les qualités de sprint, d'agilité, etc. s'améliorent, c'est tout à fait normal. Maintenant, quand on regarde les résultats d'une saison, d'un début de saison au début d'une saison suivante, on s'aperçoit qu'il y a quand même des différences significatives. Certains tests le sont moins, mais cette amélioration de performance peut être aussi attribuée au fait que le jeune grandit et il prend de la masse musculaire. Donc, ça fait en sorte que, oui, ces tests augmentent, mais est-ce qu'il y a un biais à l'intérieur de cette interprétation? Maintenant, si on regarde uniquement le hors-saison, on s'aperçoit qu'il y a, oui, il n'y a pas de différence significative ici pour la plupart des tests. La seule différence significative qu'on va retrouver, c'est sur le patinage arrière. Oui, il y a une différence significative, mais si on regarde les résultats, il s'est détérioré. Donc, ce n'est pas une amélioration qu'on a été chercher en faisant des entraînements hors glace. Il s'est déconditionné parce qu'il n'a pas fait suffisamment d'heures de glace pour maintenir cette qualité-là et il est capable d'arriver en début de saison avec les mêmes valeurs qu'il se trouvait au début de saison précédente. C'est important ici de repenser les entraînements hors glace pour les rendre de plus en plus spécifiques et s'assurer que ces entraînements-là aient un impact sur l'entraînement sur glace. Il faut aussi inclure des entraînements, un certain nombre d'exercices de patinage qui vont être structurés, où on va faire du conditionnement physique sur glace. Parce que la plupart du temps, les joueurs, quand ils y vont, c'est pour faire des pratiques, travailler la technique, travailler la tactique, travailler des phases de jeu, etc. Mais le conditionnement physique n'est pas encore assez populaire. On commence à le retrouver, certains joueurs le mentionnent dans les ligues nationales qui travaillent sur ces éléments-là, mais ce n'est pas encore assez populaire. Donc, des travails de sprint, des travails de capacité à répéter des sprints, etc. sur glace devraient être plus encadrés. Mais pour faire ces éléments-là, puis voir l'impact de mes entraînements, ça prend des évaluations standardisées de terrain qui vont permettre de dire est-ce que mon entraînement a fait du sens ou il n'en fait pas. Parce que si je m'entraîne sur glace et que je l'évalue hors glace, vous l'avez vu, la relation entre les deux ne se fait pas concrètement. Donc, il faut absolument avoir des tests spécifiques pour qu'on soit capable de valider scientifiquement que le protocole a un impact sur la glace. D'ailleurs, ces éléments-là ont été mentionnés par plusieurs auteurs, que les évaluations hors glace sont assez mitigées au niveau de leur interprétation. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, puis ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les utiliser. C'est juste que si vous voulez être plus spécifique et vous assurer d'avoir un bon impact, il va falloir choisir un test qui soit le plus approprié possible. Dans la littérature, il y a très peu de tests sur glace. Les seuls tests qu'on va retrouver vont nous informer sur une distance ou vont nous informer sur un temps pour faire des interprétations au niveau bioénergétique. Sauf que la valeur de temps et la valeur de distance n'est pas un bon indicateur pour interpréter uniquement les valeurs bioénergétiques. Donc ça, on va en parler dans les diaporamas suivants. Quand on regarde le mode d'évaluation, on en a parlé tantôt, la sollicitation musculaire, elle est spécifique au sport. Puis certains auteurs se sont intéressés à développer des outils de terrain, par exemple en ski en 99 ou en natation en 85, parce que la représentation du VO2 max pourrait être faussée si on le fait avec un autre mode d'évaluation. Au niveau du hockey sur glace, on a plusieurs protocoles qui ont été montés, donc par Ferguson, Markov et par Guizis, qui sont des protocoles qui ont tout simplement essayé de refléter ce qui se faisait sur le terrain. Un test léger navette avec un test léger sur piste qui ressemble ici avec des bips sonores qui me permettent de contrôler la vitesse du joueur et d'amener à une incrémentation au niveau de la vitesse. Là, ici, c'est plus du style Cooper. Là, ici, on va avoir une représentation plus du test léger navette. Mais la caractéristique commune de chacune de ces évaluations, c'est qu'elles se font de façon continue. Mais on sait que le hockey sur glace, c'est un sport qui est intermittent, où les phases de jeu et les périodes sur glace représentent à peu près 45 secondes à 60
secondes sur glace. Donc, si on fait un protocole en continu, on va avoir une sollicitation musculaire qui va aussi avoir un impact sur l'efficacité de patinage. Une fatigue va s'installer sur un 8 à 15 minutes en continu, va être différente que sur un 45 secondes à 60 secondes. Donc, si on ne veut pas venir à la technique de patinage et avoir un test qui soit plus représentatif, il va falloir penser à des tests intermittents. Donc, ici, il y a plusieurs auteurs qui se sont intéressés à ça, Durocher, Buchette et Léonet. Si on regarde le protocole Durocher, c'est un 80 secondes d'intensité, puis après ça, un 40 secondes de repos. On fait des allers-retours. Sauf que la problématique dans ce test-là, c'est que l'incrémentation est trop rapide. Il va faire en sorte qu'on va avoir aussi une contribution anaérobie à l'intérieur de ce test-là, qui fait en sorte que le VO2 max n'est pas si bien évalué que ça. Au niveau du test de Buchette, on parle de 30 secondes et 15 secondes. Là, ce n'est pas l'incrémentation qui est trop élevée, c'est le temps d'effort qui est trop court. Avec 30 secondes d'effort, on va se retrouver avec un test qui va avoir une contribution un peu aérobie et anaérobie. D'ailleurs, les auteurs sur le test terrain, ils le mentionnent. Ils parlent de vitesse repère pour l'entraînement et non une vitesse maximale aérobie. Puis ils donnent une formule d'extrapolation pour aller chercher une vitesse maximale aérobie. Le test de Léonet, c'est basé sur un 60 secondes, donc une durée de période approximative d'une période sur glace et un 30 secondes de récupération avec une implémentation qui était jugée satisfaisante. Maintenant, la problématique dans chacun de ces évaluations, c'est que ça ne prend pas en considération l'efficacité mécanique de patinage. Parce que finalement, un joueur qui patine bien ou un joueur qui patine pas bien pourrait avoir des valeurs de VO2 max qui soient significativement différentes. Si on compare ça à la natation, souvent dans les sports techniques, on prend en considération qu'une personne qui arrive à un palier donné a la même VO2 max. Donc, si on fait un test avec incrémentation à la nage et que ces deux athlètes-là arrivent au même palier, pour donner un chiffre au palier 10, on va dire par exemple qu'il a 47 millilitres de VO2 max. Sauf que ce n'est pas forcément le cas. Quelqu'un qui nage très mal va avoir beaucoup plus de résistance dans l'eau, qui va faire en sorte qu'il va devoir développer beaucoup plus d'énergie pour être capable d'arriver au palier 10. Donc, son efficacité de nage va être très importante à prendre en considération pour évaluer et estimer la valeur de VO2 max. D'ailleurs, il y a des auteurs ici, en 88 et en 85, qui ont développé un indice d'efficacité mécanique en associant le nombre de coups de bras réalisés sur une distance, puis la vitesse associée à cette distance, qui fait en sorte qu'on est capable, avec une petite formule simple, de voir c'est quoi l'efficacité de mon nageur, et de voir ça serait quoi l'impact sur les valeurs de VO2 max. On s'est rapproché de cette thématique-là et on a fait exactement la même procédure sur glace. On a évalué 170 joueurs de hockey sur glace avec un test. Et si vous regardez la courbe en bleu, c'est le modèle traditionnel, le modèle théorique d'un test. C'est-à-dire que tout le monde qui arrive, par exemple, à compléter un palier à 4,5 mètres par seconde aurait 47 millilitres de VO2 max, peu importe sa technique de patinage. Maintenant, si on prend en considération l'efficacité de patinage ici, qui est le SSI, on s'aperçoit qu'une personne qui patine très bien va se retrouver avec un 45 millilitres de VO2 et une personne qui patine très mal va avoir un 50 de VO2 max. Donc, il y a quand même une distinction à prendre à l'intérieur de ce protocole-là, c'est-à-dire quelqu'un qui patine très mal pourrait avoir une consommation beaucoup plus élevée. Ça permettrait d'orienter les entraînements à savoir est-ce que je dois travailler la technique de patinage avec cet athlète-là ou est-ce que je peux tout simplement maintenir ces différentes qualités-là. Si on regarde l'équation de prédiction par rapport à celle qui a été faite en 2007, on a un R qui est sensiblement le même, mais on a une erreur dans l'estimé qui est réduite. Ici, on passe d'une erreur de 3 millilitres par kilogramme de poids vers 1,92 millilitres. Donc, on a une meilleure équation qui permet d'être plus précis dans l'estimé en associant une efficacité de patinage dans l'équation. On a voulu faire la même chose avec des tests anaérobie lactique qui fait voir c'est quoi la contribution au niveau bioénergétique. On sait que les sprints sont des qualités très importantes pour le hockey sur glace. Ça correspond à 70% de la dépense énergétique pour un match. Donc, on a fait exactement la même chose, sauf qu'il existait très peu de tests qui étaient standardisés avec des normes. Donc, on a utilisé celles
de la Rivière en 91. Donc, on a un test de sprint sur 30 mètres en patinage avant, en patinage arrière. Et on a ici un test qui ressemble au test illinois, qui est un test avec slalom, avec et sans rondelle. Et on voulait voir c'était quoi l'impact au niveau bioénergétique de chacun de ces tests. Le premier constat, c'est que le temps à lui seul contribue au mieux à expliquer 20% de la performance physiologique. Donc, si on fait le test comme il était appliqué avant, c'est-à-dire avec les normes qui ont dit tu as réalisé le test de sprint à autant de temps, ben, c'est ça ta performance, on ne peut pas expliquer la réponse physiologique. Maintenant, si on y ajoute des variables simples à mesurer, pour revenir à ce qu'on mentionnait tantôt, pour que le test soit applicable sur le terrain, il faut que je donne des variables faciles à mesurer pour l'entraîneur. L'âge, le poids, le temps pour réaliser le sprint, le nombre de coups de patin, la fréquence cardiaque et un indice d'efficacité de patinage. On augmente ici la variance commune à 83%, donc on a quand même des erreurs estimées qui sont très faibles et une corrélation assez élevée dans l'estimation de la dépense énergétique. Un élément aussi à considérer, c'est que plus l'effort anaérobie va être long, plus la contribution de l'efficacité mécanique va être importante. Pour un test de sprint en patinage avant, on parle d'une contribution de 37% au niveau d'efficacité mécanique. Au niveau du patinage arrière, 41%. Sans rondelle, 50, et avec rondelle, 62. Donc, même le fait de manier une rondelle lors d'une situation de jeu va avoir un impact sur l'efficacité de patinage. Maintenant, on a voulu faire plusieurs constats et s'assurer qu'il n'y ait pas de biais dans l'étude. On a séparé le groupe en deux, parce qu'on s'attend que quelqu'un qui patine plus vite, théoriquement, il devrait dépenser plus d'énergie. Donc, en séparant le groupe en deux, 12 ans et 14 ans, on s'aperçoit que les temps pour réaliser l'épreuve sont significativement différents. Ils le font de façon plus lente pour les jeunes, puis c'est tout à fait normal. Mais on s'attend à ce que les valeurs de consommation, de valeurs bioénergétiques soient différentes, consomment plus d'un bord que de l'autre. Mais il n'y a pas de différence significative. C'est-à-dire que peu importe le niveau, ils vont consommer plus ou moins la même chose. Et ce qu'il faut prendre en considération, c'est que l'efficacité mécanique de patinage va être différente par rapport à un jeune puis par rapport à un plus vieux. C'est-à-dire qu'ici, le plus jeune va avoir une efficacité mécanique qui va être moins efficace qu'un jeune plus âgé, ce qui est normal. Mais il va consommer, ce n'est pas significatif, mais il va consommer légèrement plus d'énergie, mais il va compenser avec son efficacité de patinage. Donc, ça fait en sorte ici que ça appuie qu'on doit prendre en considération l'efficacité mécanique de patinage quand on évalue indirectement un joueur de hockey. Maintenant, on a voulu faire exactement le même processus avec un test lactique. On sait que c'est important pour les joueurs de hockey parce qu'on se retrouve avec des valeurs moyennes entre 14 et 15 minimum. Traditionnellement, les clubs, les entraîneurs vont utiliser le test Wingate, qui est un test de 30 secondes sur vélo. Et si on se réfère à ce qu'on vient de dire précédemment, les tests hors glace n'ont pas cette notion de transfert qui est optimale. Donc, plusieurs auteurs ont essayé de développer des tests sur glace, comme le sergent anaérobie State. Lui, c'est de réaliser la plus grande distance possible pendant 40 secondes. Le deuxième, c'est le test de la rivière, le 12 fois 60 pieds. Donc, la distance est déjà définie, puis tu dois le réaliser le plus vite possible, 12 fois 60 pieds. La caractéristique ici des deux tests, c'est que là, on prend en considération la distance pour interpréter des valeurs lactiques, et le deuxième, on prend une notion de temps pour interpréter des valeurs lactiques, des valeurs bioénergétiques. On vient de le voir précédemment, ce n'est pas forcément la meilleure façon d'aller chercher une interprétation bioénergétique juste avec ces valeurs-là. On a tout simplement développé une formule d'extrapolation qui se base sur le même principe que tantôt, avec des variables simples à mesurer. Ici, en ajoutant l'efficacité mécanique de patinage, on explique 86% de la variance commune. Et on est capable d'estimer avec une erreur de 0,69 millimol de lactate. Donc, c'est quand même assez précis comme pour un test de terrain. Maintenant, on a voulu voir si, en enlevant cet indice d'efficacité mécanique de patinage, quelle serait la répercussion sur mon équation de régression. Au lieu d'expliquer 86% de la variance commune, on va expliquer 24% de la variance commune avec ce type d'effort. C'est-à-dire qu'on perd 54%
au niveau de l'erreur dans l'estimé. Donc, on est beaucoup moins précis en n'utilisant pas l'efficacité mécanique dans mon interprétation. D'ailleurs, dans cette étude-là, on a développé un fichier Excel où les entraîneurs ont juste à rentrer les variables, puis ça rentre directement les résultats. Ils n'ont même plus à appliquer la formule. Ils rentrent les résultats dans le fichier Excel, puis ça fait une interprétation directe des valeurs. Je nomme ici Salpin en 72, parce qu'il l'a mentionné dans ses études-là, c'était avec le vélo, et il mentionnait que l'efficacité mécanique était importante à considérer dans les évaluations, parce que ça allait avoir un impact sur les facteurs, sur les valeurs bioénergétiques. Il y a un projet en cours actuellement avec Excellence Sportive Sherbrooke, où on va évaluer les joueurs de hockey sur des tests de capacité à répéter des efforts intenses, parce que c'est un sport qui est intermittent, mais on veut aussi voir c'est quoi les répercussions de chacun des sprints, c'est quoi la tendance au niveau de l'accumulation de lactate entre un sprint, 2 sprints, 3 sprints, 5 sprints, puis voir quelle est la dynamique à travers ces éléments. Les résultats de ces recherches offrent en fait à la population des outils spécifiques qui peuvent être utilisés sur le terrain assez facilement, puis qui donnent des valeurs en fait ajoutées à la prescription d'entraînement et qui permet justement d'affiner l'individualisation de la prescription des tests. Je finirai ma présentation aujourd'hui. Des questions, Est-ce qu'il y a des questions sur Internet, Marianne? Non, j'ai pas de questions pour l'instant. Fait que c'est très clair. Je pense que oui. Moi, ça aurait peut-être. Ça prend pas combien de temps de construire un test en tant que tel, tu sais, de développer, tu sais, pour faire est-ce que de rien, de juste des idées, puis tu essaies, puis tu développes à un moment donné des données, mais ça prend combien de temps à peu près construire un test? En fait, c'est le temps de passer les épreuves sur glace et de valider ton implication. C'est sûr qu'il y a toute une réflexion derrière dans la recherche de littérature pour savoir qu'est-ce qui est fait concrètement en termes de tests, qu'est-ce qu'on va chercher comme valeur. Qu'est-ce que toi tu veux apporter comme valeur supplémentaire, quelle est ton idée principale. Ensuite de ça, tu dois monter le protocole et l'appliquer sur le milieu. Et après ça, tu dois valider en fait avec l'analyse de statistiques, valider les différents points que tu veux aller chercher. C'est un projet de recherche en tant que tel que tu viens mener sur un projet en particulier. Donc, si on parle par exemple des évaluations sur glace, là, moi, pour le test de capacité à répéter des sprints, ça me prend 18 heures de glace, assez rapproché, pour être capable d'évaluer individuellement sans avoir d'impact entre le premier test et le test suivant. Donc, il y a toute une procédure à suivre pour valider et l'objectivité, la fidélité et puis la validité de ton épreuve en tant que tel. Mais mettons, pour qu'un test soit, par exemple, reconnu, est-ce que ça prend comme plusieurs années? Dans le sens que, ton test, tu vas l'avoir fait avec une équipe, tu vas donner une idée de l'équipe en tant que telle pour cette année-là, mais à long terme, est-ce que le test peut. Il faut que tu le fasses plus qu'une année pour savoir s'il fonctionne réellement? En fait, tu vas devoir faire ce qu'on appelle des évaluations test-retest pour voir si ton évaluation est évaluée de la même façon, va donner les mêmes résultats. On parle de l'objectivité, de la validité, de la fidélité de ton épreuve. Donc, finalement, est-ce que quand tu évalues en début de saison puis en fin de saison, est-ce que tu les as évalués? Est-ce que ça va donner les mêmes résultats? En fait, quand tu établis ces protocoles-là, ben, tu vas valider ces éléments-là à l'intérieur de ton projet de recherche. Donc, finalement, après, pour que ton test soit applicable sur le terrain et qu'il soit, entre guillemets, reconnu, c'est un peu la question, c'est de vulgariser, en fait, sur le milieu de pratique et de s'assurer que les entraîneurs l'utilisent correctement, puis de populariser, en fait, ce nouvel outil. Parce que souvent, on dit que ça prend plusieurs années avant que la recherche soit applicable sur le terrain. En fait, c'est juste parce que des fois, ça manque au niveau de la vulgarisation des résultats scientifiques pour que les entraîneurs s'approprient en fait ce qui est développé en termes d'outils, qu'ils l'appliquent et qu'ils voient en fait l'objectivité de cette épreuve-là, le fait que ça va leur servir plus tard dans leur pratique.
Donc, c'est de faire connaître ce test-là. Donc, tu le valides scientifiquement et après ça, tu vulgarises tes résultats de recherche pour que ça soit applicable le plus possible sur le terrain. Oui. Je travaille rarement avec les enfants et les adolescents, mais il y avait des discussions, des études dans le passé au niveau de la production de la lactate sanguine. Ça peut varier beaucoup là, selon l'âge, l'enfant, l'adolescence, etc. Donc, le protocole au niveau du lactate sanguine, c'est vraiment limité à un certain groupe d'âge ou qu'il l'applique ou ça a validé avec différents groupes d'âge? Non, le protocole, en fait, le protocole au niveau du lactate a été évalué avec uniquement des joueurs de 14 ans, 14-15 ans en moyenne. Donc, c'est uniquement, et puis il y avait uniquement 20 joueurs. Donc, ça donne une première idée que l'efficacité mécanique de patinage pourrait avoir un impact, en fait, sur l'estimation au niveau du lactate. Mais ça ne veut pas dire que c'est applicable pour un enfant de 12 ans comme pour un adulte de 50 ans, par exemple. Il faut vraiment faire des études et pousser cette réflexion-là avec un N beaucoup plus grand pour s'assurer que notre estimation soit justifiée et qu'on puisse l'appliquer à un plus large spectre de population. Mais là, c'est juste pour nous donner une idée que oui, ça peut avoir un impact, puis il faut considérer cet élément-là dans notre évaluation. L'équation, dans le fond, développée pour évaluer l'efficacité mécanique, ça doit être un méchant beau défi. En fait, c'est des processus statistiques qu'on vient tout simplement aller chercher pour formuler une formule d'extrapolation. Okay. C'est des calculs mathématiques qui sont faits par les logiciels. C'est sûr que tu peux le faire à la main, mais maintenant, on utilise les logiciels pour faire ces équations. Ah, mais je me questionnais, c'est ça, sur, exemple, le nerf de la guerre, ce soit vraiment l'efficacité mécanique, en tout cas, qui rend compte de part appréciable de la variance. Mais dans le contexte du hockey, est-ce que je voyais strides divisé par la vitesse? Est-ce que c'est aussi brut que ça, aussi crude que ça? En fait, on va regarder l'efficacité mécanique de patinage, puis dépendamment de l'épreuve, on va se focaliser sur un temps donné. Par exemple, pour le test aérobie, on va se focaliser sur le palier numéro 4, parce que c'est à partir de ce palier-là qu'on va avoir une dégradation au niveau de l'efficacité de patinage. Quand on regarde le test de 12 fois 60 pieds, c'est un test où tu dois patiner le plus vite possible du début à la fin, puis faire 12 fois la distance de 60 pieds. Donc, la technique est vraiment réduite au dernier aller-retour. Donc, dans l'équation, on considère, puis c'est celle qui a le plus de corrélation, on considère le dernier aller-retour dans l'équation pour prédire les valeurs de la Terre. Mais la question de Pierre est tout à fait pertinente. On ne va pas aller chercher une estimation pour tout le monde. C'est vraiment un niveau élite avec une catégorie d'âge. Parce qu'encore une fois, si vous le faites avec des débutants au hockey sur glace, on ne se retrouve pas avec les mêmes problématiques, les mêmes efficacités de patinage, etc. Donc, ça amène une réflexion sur la pratique, à savoir que l'efficacité est importante au niveau de l'efficacité de patinage et il faut aussi la maintenir pendant le hors-saison parce que ça a un impact sur la dépense énergétique. C'est une variable importante qu'on peut se servir pour évaluer, mais c'est aussi une variable importante à considérer parce qu'on ne doit pas réduire ou se désentraîner au niveau de notre efficacité de patinage. Tu sais, on entend souvent des joueurs de hockey, excusez-moi le terme, qui disent « j'en arrache en début de saison ». Mais souvent, quand ils arrivent en camp d'entraînement, c'est ça. La plupart du temps, les joueurs, ils trouvent que c'est difficile le début. Mais pourquoi c'est difficile? C'était quoi l'entraînement en glace qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont fait les bons exercices pour maintenir cette qualité-là? Oui, monsieur, là, si j'ai bien compris, dans le fond, on fait le test pour évaluer le max, puis on met une équation dedans pour, comment je peux dire, être plus précis, puis prendre en compte, en fait, l'efficacité mécanique. Mais est-ce qu'on pourrait faire un test d'efficacité mécanique pour avoir une idée, une estimée sur n'importe quelle clientèle après ça, dans notre post-studio? Oui, mais l'efficacité mécanique est plus rattachée à un effort en tant que tel. Ouais, je comprends. Donc, elle est rattachée soit à un effort aérobie, soit à un effort anaérobie. Donc, elle peut être différente parce que ton coup de patin dans une épreuve de longue distance et dans une épreuve très courte va être complètement différent. Donc, pour que ça soit ajusté en fonction du test, il faut intégrer le test dans l'évaluation du niveau. Oui. Avec les compagnies, la technologie aujourd'hui, on essaie toujours d'améliorer les mesures. Et en vélo, le wattage fonctionne assez bien maintenant, plusieurs compagnies qui en font. À la course à pied, on commence à avoir des compagnies. On peut tous des niveaux d'efficacité.
Parfois, il y a des personnes qui vont patiner plus vite, on pense qu'ils sont plus efficaces, mais on a de la difficulté à mesurer la puissance. Est-ce que les nouvelles études, des façons de faire pour essayer de mesurer la puissance, le coup de patin au joueur de hockey? Oui, il y a plusieurs études qui ont cherché à développer des outils qui permettent d'avoir une interprétation. Il y a des capteurs pour regarder la foulée. Comme on retrouve sur les souliers de course, on peut voir les différentes foulées. Certains auteurs ont travaillé sur des semelles qui permettaient de voir les forces d'impact, de pousser dans les patins, de voir les répercussions au niveau biomécanique du coup de patin, l'efficacité du coup de patin. Je sais que j'ai des collègues qui travaillent aussi, qui ont développé un système de radar qui permet d'identifier un profil de force-vitesse. Donc là, on met le radar en arrière de la personne, on met un capteur lumineux, en fait, c'est phosphorescent sur l'athlète au niveau du centre de masse. Et à partir de là, on le laisse partir et le radar va être capable de voir les différentes poussées, de voir s'il y a une asymétrie entre la jambe droite et la jambe gauche dans les différentes phases du sprint. Ça va mesurer avec des intervalles à toutes les 5 mètres. Donc, on va être capable de voir c'est quoi l'accélération, puis c'est quoi l'atteinte de la vitesse. Et encore là, on est sur des distances très courtes de 30 mètres et on sait que pour atteindre la vitesse maximale, des fois, ça prend bien plus de temps. Mais est-ce que cette notion de vitesse maximale est réellement pertinente pour un joueur de hockey? Donc, c'est tous des éléments qu'il faut considérer quand on développe des évaluations. Maxime, à ton avis, c'est quoi le niveau d'intérêt et de réceptivité des entraîneurs par rapport à l'utilisation de ces tests-là? En étant entraîneur dans le passé puis préparateur physique, ça a été en fait mon interrogation initiale. J'ai eu la chance de participer à un stage avec des joueurs de Ligue nationale et de Ligue américaine, puis on se posait la question à savoir est-ce que ce qu'on fait actuellement sur glace comme entraînement, c'est quoi les répercussions concrètes, qu'est-ce que j'améliore concrètement, est-ce que j'améliore la dépense énergétique ou est-ce que ce que je fais hors glace va avoir un impact sur la glace? Donc en fait, pour répondre à ta question, c'est que l'entraîneur et préparateur physique, en se dotant d'outils comme celui-ci, vont avoir une interprétation qui va être plus précise de ce qu'est la composante physique sur glace. Et ils vont être capables d'individualiser un peu plus l'entraînement. C'est-à-dire que si je fais un test, par exemple, sur glace, et que je vois que mon athlète a un indice d'efficacité mécanique de patinage plus faible que les autres, ben je vais être capable d'ajuster sa valeur de VO2 max et indirectement d'ajuster sa prescription. On sait qu'un joueur de hockey, ça prend minimalement 50 de VO2 max pour être capable de récupérer à l'intérieur des différentes phases de sprint. Maintenant, si à l'intérieur de mon test, je fais une évaluation standard qui peut se dire à 50, sauf que son efficacité mécanique le rend à 45, ben ça change complètement ma planification parce que je vais pouvoir m'attarder à développer cette qualité-là pour créer, aller chercher le minimum. Et après ça, travailler sur d'autres qualités. Puis l'intérêt, par exemple, ma préoccupation est très pratique, mais pour l'entraîneur, ce qui préoccupe, c'est d'avoir comparé les joueurs, les données des joueurs à un certain niveau par rapport à des normes, une comparaison intra-individuelle, est-ce que je peux comparer finalement l'évolution du joueur? En fait, souvent, quand on utilise des normes, c'est pour se donner un aperçu de la qualité physique et est-ce que je réponds aux standards. Alors, à partir de là, moi, je peux avoir mon interprétation de savoir est-ce que je vais entraîner cette qualité-là avec un volume plus important ou est-ce que je vais me consacrer plus à des qualités de sprint, à des qualités de patinage, à des qualités de capacité à répéter des sprints. Ça oriente la prescription d'exercice. Donc oui, on se compare à des normes, mais ça me permet d'avoir un ajustement, cette comparaison me permet d'avoir un ajustement au niveau de la prescription d'exercice. Mais ça me permet aussi d'avoir un raisonnement à savoir sur qu'est-ce que je fais à l'entraînement concrètement et pourquoi je le fais. Si je me retrouve avec un volume plus important au niveau du VO2 max, pourquoi je le fais? Est-ce que je le fais parce qu'il y a un retard et que j'estime qu'il y a un retard au niveau de cette qualité-là et que je veux faire en sorte qu'il soit capable de répéter ses sprints et de récupérer à l'intérieur de cet élément-là? Je vais développer avec un volume plus important. Comparativement à un autre joueur où je sais qu'il a déjà les composantes cardiovasculaires suffisantes, lui, je vais focaliser sur un volume plus important pour développer des qualités de vitesse, des qualités de capacité à etc. Bref, ça me permet de
moduler ma prescription d'exercice en fonction de l'interprétation que je fais moi de la performance du joueur que j'ai en face de moi, et non du groupe en tant que tel. Oui. Est-ce que la présentation de à des équipes, mettons Bantam, oui. Est-ce que ces équipes-là, ils ont montré l'intérêt et les ressources pour individualiser toutes ces données-là? Parce que j'ai l'impression que dans des équipes, dans des grosses, des équipes de, je sais pas, une 20, trentaine d'athlètes, réussir à mettre les ressources pour individualiser chaque athlète, c'est quand même assez complexe. Mais grâce à ça, ça diminue la complexité, mais les ressources à côté sont assez. En fait, l'étude qui a été développée dans chacun des projets, c'est avec des athlètes de haut niveau. Donc, souvent, dans des structures de haut niveau, les ressources sont présentes. En tout cas, il y a un effort pour donner des ressources, pour développer cette notion de spécificité. Et quand on entraîne une équipe, il faut toujours prendre en considération l'individuel de chaque joueur. Pas juste faire de la prescription générale pour tout le monde et faire la même chose. Il faut toujours considérer qu'un athlète est différent d'un autre. Et bien, on utilise les moyens qu'on a à notre disposition pour le faire. Donc, si la science nous permet d'avoir des outils plus précis sans nous alourdir la tâche en tant que telle, ça nous permet justement d'avoir un impact sur notre prescription et de l'individualiser de façon plus précise. Mais oui, c'est un enjeu, le fait d'avoir un entraîneur sur glace ou d'en avoir 4 sur glace, puis d'avoir des préparateurs physiques associés à ça. Tiens, on le voit dans les universités aussi, là. Il y a des préparateurs physiques pour certains clubs, pour certaines disciplines, puis pas pour d'autres. On le voit dans des clubs sportifs, des fois il y a un préparateur physique, des fois il n'y en a pas. Ça dépend des budgets, etc. Et les ressources n'influencent pas forcément la science, à savoir comment on pourrait améliorer la performance. Oui. On a parlé tantôt de la technique en ce qui concerne le patinage, vraiment. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs environnementaux qui auraient pu affecter aussi les résultats souhaités, comme mettons la condition de glace, la condition des patins en tant que tel? Est-ce que ça avait été pris en considération dans les données qui étaient présentées? Non, en fait, on n'explique pas ces variables-là. Et tu as tout à fait raison que la glace, le patin en tant que tel, etc., la lame, l'équipement, etc., va avoir un impact. Quand on faisait nos tests sur glace pour les mesures aérobie puis les mesures anaérobie, on demandait aux joueurs de respecter la tenue la tenue complète. Parce que le fait d'avoir un bâton dans les mains, le fait d'avoir l'équipement au complet, va jouer sur la température, etc., va jouer sur l'efficacité de patinage. Donc, tous ces éléments-là, on a essayé de les contrôler. Et quand tu regardes les formules d'extrapolation, des fois, ça explique, pour donner une valeur, 86% de la variance commune. Ça veut dire que le reste, les 24%, on ne les explique pas. Donc, tout ce qui est la surface de glace, etc., l'équation ne prend pas en considération ces éléments-là. L'équipement et autres ne prend pas en considération. Donc, oui, on a des variables qui nous permettent de contrôler et d'estimer de façon plus ou moins fiable la valeur de lactate, mais les autres variables, on n'a pas le contrôle là-dessus. Okay. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci à notre conférencier.